Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. La confusion qui est faite, c'est on juge police et les comportements de certains policiers et de l'usage également politique que fait l'état de la police. Il y avait une caricature que j'avais beaucoup aimée à l'époque qui marquait attention aux violences policières. Et en fait, si on va plus loin et qu'on raisonne jusqu'au bout, c'est attention aux violences de l'état policier. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est l'aboutissement d'une gestion du maintien de l'ordre, d'une gestion politique des contestations en France depuis Manuel Valls. C'est-à-dire que ça remonte à déjà quand il était Premier ministre. Et en fait, on a cette courbe. On a commencé avec, à l'époque, c'était le mariage pour tous. Il y a eu des répressions policières. Il y a eu après la loi travail, des répressions policières. Les mouvements écologistes, des répressions policières. Les gilets jaunes, des répressions policières. Après, nous avons eu les gens qui se battaient pour la liberté au moment des restrictions de liberté liées à la crise du Covid. Violences policières également. Et enfin, on termine aujourd'hui, contestation de la loi travail, encore des violences policières. Donc, violences policières, c'est un terme déjà générique que je n'aime pas. C'est un terme journalistique souvent. Pour employer, on met beaucoup de choses dans le même terme. Et en fait, il y a des choses où des fois, l'usage de la force est nécessaire par les policiers. Et des fois, il est parfaitement illégal parce qu'il est en dehors de tout cadre prévu par la loi. Pour donner un exemple qui est hors du cadre des manifestations, mais qui montre en fait à quel point les gens peuvent comprendre, il y a eu, sous Emmanuel Macron, une volonté de transparence. Donc ça, c'était le leitmotiv et la phrase d'accroche en disant on va publier les chiffres des gens qui sont tués par la police avec l'IGPN. Très bien, sauf que derrière, il n'y a pas eu le rôle pédagogique. Ce qui a permis, par exemple, à M. Poutou de dire la police tue. Effectivement, la police tue. Parce qu'en fait, on a mis dans le même sac la mort du tueur et du terroriste qui a tué Samuel Paty. Donc, quand on pose la question aux gens, est-ce que ce terroriste aurait dû être abattu par la police pour protéger des vies? Tout le monde dit oui, il y a unanimité, et pourtant il y a une violence policière qui a ôté la vie de quelqu'un. Mais c'est une violence nécessaire, proportionnée pour protéger des vies. Quand on prend à l'inverse, on dit « Monsieur Cédric Chouviat, il est mort parce qu'il avait sa plaque d'immatriculation sale sur son scooter ». On pose la question, et là les gens disent « Bah non, là il n'avait pas de raison de mourir, c'est une violence complètement illégale, illégitime ». Donc on prend ces deux extrêmes. Voilà, on voit bien que la fois il est nécessaire de faire usage de la force, proportionnée par rapport à la masse, et deux fois, il y a des choses complètement iniques et complètement illégales qui ne sont pas admissibles. Donc ces manifestations, il y a plusieurs cas. Il y a les cas où on a pu voir des coups de violence, des coups de poing, des coups de matraque qui tombent sans aucune raison. Ou alors des fois, il y a peut-être des raisons, parce qu'on n'a pas forcément toutes les vidéos. Mais si les personnes ne sont pas interpellées après avoir fait un usage de la violence, c'est que ce n'est pas nécessaire. Parce qu'effectivement, soit on disperse une foule, mais à ce moment-là, il y a une charge et on les pousse. Mais quand il y a des violences sur des personnes ciblées individuellement qui se prennent des coups de poing, des coups de matraque, à ce moment-là, on peut les interpeller. Si elles ne sont pas interpellées ou on n'appelle pas les secours pour les aider, ce qui est dans les chartes et la déontologie de la police, c'est que là, il y a des comportements complètement illégaux, quel que soit le comportement de la personne avant. Parce que si elle a commis des actes délictuels ou criminels, c'est pas au policier de jouer les juges dread dans la rue. C'est de maîtriser la personne par tout moyen. Et une fois qu'elle est maîtrisée, c'est la justice qui doit se prononcer dans une enceinte plus sereine pour avoir les causes, les conséquences et analyser la situation plus en longueur. Donc en fait, le système est bien fait, mais il n'est pas appliqué. Et aujourd'hui, malheureusement, il est encouragé justement par cette répression et les comportements les plus iniques parmi les policiers. Il est encouragé pour plusieurs raisons. Déjà, nous avons eu Gérald Darmanin, quand il venait de prendre son poste, il avait dit « Je m'étouffe quand j'entends parler de violence policière ». C'est-à-dire qu'au lieu de s'excuser auprès de la famille de Cédric Chouviat, il s'est moqué de la victime à l'Assemblée nationale. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. La moindre des choses, c'est que quand il y a une erreur qui est commise par une institution, on présente ses excuses et on se fait petit. On ne vient pas pérorer devant tout le monde en disant « je me moque de la souffrance des gens et d'une victime innocente ».
La deuxième chose aussi, c'est qu'on a remis en place, là c'était sous Monsieur Castaner, les Braves M, qui défraient encore la chronique à l'heure actuelle. Donc la Brave, c'est une resurgence des voltigeurs. Donc les voltigeurs qui avaient abouti en 1986 à la mort de Malik Oussekine. Les voltigeurs avaient été dissous à l'époque. Donc les voltigeurs, donc on nous dit oui, c'est parce que nous, on n'est pas des laxistes. La personne qui a dissous les voltigeurs, c'est Charles Pasqua. Je n'ai jamais vu entendre quelqu'un me dire Charles Pasqua, c'était un laxiste. Voilà. Il avait le respect des policiers, Charles Pasqua, quelles que soient ses dérives à côté. Quand il y a eu ça, il avait présenté des excuses à la famille, qui était la moindre des choses. Il avait pris une réponse politique de l'usage de la police, on dissout les voltigeurs. Donc la recréation des Bravem, qui est une résurgence des voltigeurs, est une décision politique, avec une orientation de dire on veut des unités qui vont faire le coup de main. La deuxième chose, c'est que c'est des unités qui sont constituées de volontaires. C'est-à-dire que dans les forces de police, quelles que soient les unités, les BAC, les CRS, il y a des gens de différentes sensibilités, différentes opinions, différentes méthodes d'intervention. Et ce qui fait qu'on ne voit pas forcément aux images, c'est qu'il y a des débats après, en disant là, t'as déconné, t'aurais pas dû intervenir comme ça, la prochaine fois, ce sera pas possible. Effectivement, voilà, après les gens disent bah, attends, là, t'as agi comme ça, tu nous as tous mis en danger, ou là, t'aurais dû faire comme ci, parce que voilà, donc il y a des débats après sur qu'est-ce qui s'est passé. Quand il y a des gens qui sont volontaires pour aller faire le coup de main, il n'y a pas de débat, ils sont tous contents d'aller faire le coup de main. Ils pensent d'être là, on leur dit, en plus, voilà, il y a un manichéisme qui a été ancré dans la tête de ces brigades, on dit c'est les gentils et les méchants. Je veux dire, le monde, il n'est pas avec les gentils et les méchants. Enfin, il n'y a que Gérald Darmanin qui peut dire on sera gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Enfin, je veux dire, et puis éventuellement, le ministre, enfin, pas le ministre, le président de la République qui va dans Pif Gadget. Mais je veux dire, sinon, dans le monde sérieux et réel, non, les nuances sont grises, elles ne sont pas noires et blanches. Et du coup, ces unités sont compliquées. Deuxième chose aussi, c'est qu'elles n'ont pas forcément de matricule visible. Mais en fait, par rapport à une unité normale, parce qu'il y a aussi le débat sur le RIO, quand on veut retrouver un CRS ou quelqu'un de la BAC ou quelqu'un de n'importe quelle unité constituée habituellement, le RIO est un faux débat. L'IGPN peut retrouver rapidement où était déployée telle unité, et après ils arrivent, ils savent quel fonctionnaire était dans telle zone avec les radios, etc. Donc retrouver un fonctionnaire de police d'une unité normale, RIO ou pas, est assez facile, si jamais l'État veut s'en donner les moyens. Par contre, des unités qui sont constituées pour faire le coup de main, en fait, là, ils viennent de différentes unités, ils sont volontaires, puis après, bah, ils ne sont plus là. Donc en fait, on ne peut pas les retrouver. S'ils n'ont pas le RIO, c'est compliqué. Mais même pour aller plus loin, pour finir sur le RIO, si les gens ne veulent pas être retrouvés, ils ont juste à mettre un faux RIO. Je veux dire, personne n'ira vérifier la réalité de ce RIO ou pas. Donc en fait, il faut trouver comment faire pour contrôler ces policiers. Parce qu'en fait, qui contrôle les gardiens? C'est toujours la question. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont en roue libre parce que les politiques derrière les laissent aller en roue libre. Ils sont pour des motards, c'est assez rigolo, mais en dehors de ça, c'est qu'ils sont en roue libre. C'est-à-dire qu'en fait, des images qu'on peut voir, les volontaires qui vont dans ces unités, c'est des gens qui veulent faire des choses qui ne sont pas forcément légales, mais qui sont autorisées par le ministre. Quand Gérald Darmanin dit « j'aurai la main lourde pour sanctionner les policiers qui font n'importe quoi », je rappelle qu'il a réintégré, et ça a été révélé par complément d'enquête sur France 2, ou envoyé spécial, je ne sais plus, enfin, au mois de décembre en tous les cas sur France 2, il a réintégré 2 policiers qui avaient été jugés avec un casier judiciaire pour avoir violenté un mineur attaché à un radiateur dans un commissariat. Je veux dire, si on est rendu à réintégrer des personnes comme ça, et des personnes après qui font le coup de main, effectivement, elles peuvent se sentir complètement agir en toute impunité. Donc en fait, il y a un choix politique de quel policier on veut encenser, quel policier on veut protéger, et quel policier on ne veut pas dans ses rangs. Donc en fait, il y a tout à fait une dérive très autoritaire de l'utilisation de la police, et c'est pour ça que j'insiste, c'est le politique qui fait ses choix. La police est un outil. Je prends un exemple imagé. Un bricoleur, c'est lui qui a le marteau, il a un clou. Le clou et le marteau, en soi, sont inertes. Ils ne vont rien faire. Ce n'est pas un bon clou ou un bon marteau. À la fin, le résultat de comment est utilisé ces outils de bricolage pour faire planter une planche dépendra du bricoleur. La police, c'est la même chose. C'est un outil au service de l'État et il est utilisé de différentes façons. Et aujourd'hui, il est utilisé pour taper sur les manifestants et apporter une réponse. Non, justement, il n'y a pas de réponse politique depuis des années, et le choix est fait de dire la réponse politique, c'est on va vous taper dessus. Et c'est sur là, je voulais rebondir sur le sondage du journal Le Point qui a dit qui est le responsable de ces violences qu'on peut voir dans tous les sens, les manifestants, l'État. Donc les gens du Point, à 31%, ont dit c'est l'État qui est responsable. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'un sondage. L'État l'a reconnu. Repensons à Mme Sibeth Ndiaye, qui était porte-parole du gouvernement à l'époque, sur BFM TV, donc une chaîne mainstream, et qui parlait justement de la réforme des retraites, qui a avorté à l'époque. Elle avait dit, écoutez, si faire les réformes pour lesquelles on a été élu, ce qui n'est donc pas le cas à l'époque, je provoque de la violence, je l'assume. Donc ça veut dire que quand on est capable de dire, moi j'assume de provoquer la violence, pour passer des réformes, ça pose un problème sur la question de la démocratie en France et de son interprétation par les gens qui nous gouvernent. Il y avait une violence dans la rue, que les gens vont
se radicaliser pour justement dire on n'a plus de moyens d'expression. Le seul moyen d'expression qu'on a, il ne nous reste plus rien. On ne nous écoute pas. Nos représentants, ils ne nous représentent plus. Les contre-pouvoirs et les corps intermédiaires, Macron avait dit j'en veux pas. De vous me casser les syndicats, vous me cassez tout ça. Là, il est bien content de les retrouver pour des manifestations encadrées, organisées avec des gens qui avaient un savoir-faire, puis des interlocuteurs qui rassemblent des gens. Mais du coup, il avait dit j'en veux plus. Donc au bout d'un moment, il n'y avait rien. Et c'est Emmanuel Macron qui a lui-même, par exemple, créé le mouvement des Gilets jaunes en disant je veux rien, c'est moi qui décide tout seul. Effectivement, les gens n'en peuvent plus. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là aussi, c'est qu'en fait, ils disent, bah voilà, donc on va provoquer de la violence et on l'assume. Alors que la philosophie française, Troisième République, c'était Louis Blanc qui avait dit, voilà, le bulletin de vote a remplacé la violence dans les rues, parce qu'on est capable de trouver un consensus. Et ce qui est intéressant, c'est que les lois de la Troisième République, séparation de l'Église et l'État, tout ça, enfin, il y a plusieurs lois qui sont toujours en vigueur aujourd'hui, parce que justement, à l'époque, ça fait des grands débats, mais il y a eu un consensus acceptable par tout le monde. Tout le monde disait « je veux bien vivre en République française parce que ce n'est pas idéal sur tous les sujets, mais j'accepte la règle commune parce qu'on n'est pas allé plus loin que ce qui était acceptable pour la majorité des gens ». Aujourd'hui, on a un gouvernement qui dit « la majorité des gens, j'en ai rien à faire, quels que soient les sondages sur la réforme des retraites, c'est entre 60 et 80% de gens qui sont contre, il n'y a pas de débat dessus, on nous dit « ce sera comme ça, je vous ai écouté, puis on va faire comme j'ai dit ». Voilà, et pour aller plus loin aussi, j'avais assisté à une conférence organisée par le Printemps du Barreau, c'était en 2022, et il y avait une personne qui ne devait pas être venue, mais qui est venue parce qu'elle a remplacé à la dernière minute, c'était Monsieur Bas, l'ancien président de la commission des lois au Sénat, qui avait été connu pour avoir mené les interrogatoires sur l'affaire Benalla, et qui a une expérience politique, et qui était venu expliquer en disant, écoutez, c'est très simple, si les contre-pouvoirs, le Sénat, l'Assemblée nationale, en tout cas, mais on parlait plus du Sénat à l'époque, les syndicats n'ont pas leur rôle justement d'atténuer l'exécutif, les gens vont se révolter. Parce qu'en fait, ils n'auront plus moyen d'être entendus. Et quand on n'a plus d'être entendu, on devient fou. Au bout d'un moment, on nous dit, ça déclenche des réactions épidermiques. Et c'est ce qui se passait avec le 49.3, en dehors de la lâcheté des députés, parce qu'on nous dit, oui, c'est un passage en force. Cette année, oui, voilà. Parce que c'est un passage en force de l'exécutif, oui. Mais si jamais on a une vraie opposition construite, ils disent voilà, on fait sauter le gouvernement et on n'en parle plus. Donc en fait, on dit c'est de la faute de l'exécutif, oui, qui passe en force. Il y a une lâcheté des députés qui veulent garder leur fauteuil en disant oui, on n'est pas content, on crie très fort, mais après on ne va pas représenter nos électeurs parce qu'on n'ira pas jusqu'au bout de la démarche de peur de ne pas être élu après. Donc en fait, il y a une déconnexion complète de nos politiques qui veulent garder leur place et qui sont prêts à toutes les compromissions, mais qui sont en train de faire exploser la marmite en fait. Parce que derrière, les gens ne savent plus comment s'exprimer, tout a été bloqué. Et pourtant, la violence n'est pas la solution pour aboutir à quelque chose de périn et serein. Alors, les Bravem ont été constitués pour aller fracasser du manifestant. Bon, alors ça pose déjà un désaveu. Ce qui se passe souvent dans la police, c'est qu'on crée une unité juste de façon pour la communication, parce que quand on prend des policiers d'un endroit pour créer une nouvelle unité, c'est qu'on a déshabillé une autre unité. Donc on est toujours sur un jeu de chaises musicales, mais enfin on n'a pas réglé le problème de base, il faut plus de policiers. Deuxième chose, il y a un problème de formation, parce qu'on n'envoie pas les bons policiers aux bons endroits. Enfin, on envoie les bons policiers aux bons endroits, mais on n'en a pas assez. Pour le maintien de l'ordre, il y a quelque chose qui a été très criant, par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes, sur les signalements auprès de l'IGPN de bavures policières. Ceux qui sont le moins incriminés, c'est les gendarmes mobiles, parce qu'ils sont très bien formés au maintien de l'ordre et très bien formés aux lanceurs de LBD, dans des conditions quasiment proches du réel quand ils sont à l'entraînement. Donc ils ont eu, je crois, 5 dépôts de plainte contre eux. Les CRS ne sont quasiment pas mis en cause non plus, parce qu'ils sont très bien formés au maintien de l'ordre, bien qu'ils aient la formation police et LBD qui est nulle, c'est-à-dire 5 tirs de balles, c'est-à-dire c'est pas 5 entraînements, mais c'est 5 balles tirées tous les 3 ans. Donc effectivement, dans un stand de tir aseptisé, quand on doit agir sur le terrain, on est proche de l'efficacité zéro en terrain opérationnel. Donc il y a quelques trucs, mais ils ne l'utilisent pas souvent, donc pas mis en cause. Donc c'est un problème sur la formation. La formation, déjà, c'est un problème de formation. Ensuite, il y a la formation pour les autres. On comprend parce qu'il n'y a plus personne. Donc on va récupérer des gens de la BAC, on va récupérer des gens de commissariat, on va récupérer des jeunes qui n'ont même pas l'expérience et le recul de la vie, parce qu'on n'agit pas de la même façon à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure qu'on vieillit. Et résultat des courses, ces personnes n'étant pas formées vont commettre des erreurs. Il y a ceux qui vont vouloir faire n'importe quoi et qui se sentent agir en impunité, puis il y a ceux qui vont vouloir bien agir, mais qui vont commettre des erreurs parce qu'ils ne savent pas faire. Et ça, c'est la grande majorité. Troisième problème aussi sur ça, c'est le commandement, qu'on oublie souvent, mais qui est un acteur important. C'est qu'en fait, les policiers sur le terrain, pour l'avoir testé à la fois du côté policier, mais également du côté manifestant, pensent sincèrement quand on leur dit vous pouvez sortir d'un endroit, ils pensent réellement qu'il y a une sortie. Parce que les NAS sont interdites normalement.
Il n'y a pas le droit de faire des NAS. Et donc, du coup, sur le Alors, il terrain... faut rappeler ce qu'est une NAS. Une NAS, c'est un endroit où on bloque les manifestants pour plus qu'ils sortent. Ce qui fait qu'en fait, ça va être interdit. Parce qu'il y a eu un mort aussi dans les années 30, suite à une manifestation place de la Concorde où les gens ne pouvaient pas sortir. Donc, ils se sont énervés. Il y a eu des chafourés. Le résultat des courses, effectivement, des psychologues ont démontré que quand les gens sont assez oppressés, il y a un moment, c'est l'adrénaline qui prend le dessus, les réactions primaires, et ils chargent pour s'en sortir. Donc, du coup, psychologiquement, c'est prouvé que faire une NAS, c'est dangereux. À la fois pour les manifestants et les policiers, parce que du coup, c'est eux qui vont se prendre les coups et pas ceux qui ont donné l'ordre de faire la NAS. Et il y a quelque chose aussi de nouveau, c'est qu'on ne peut plus sortir de la manifestation, ce qui est aussi une nouveauté sous Emmanuel Macron, c'est qu'avant, on pouvait sortir des manifestations quand on voulait et rentrer. Maintenant, en fait, c'est bloqué. On doit rentrer dans certains checkpoints et on peut sortir qu'à certains endroits. Et le problème, c'est qu'à la fin, les gens ils disent aux gens, dispersez-vous, mais ils ne peuvent pas se disperser. Donc, du coup, les ordres sont... En fait, il y a une manipulation. Voilà, donc ce qui est pour moi une manipulation politique, parce qu'en fait, ceux qui dirigent dans la salle de commandement sont soumis directement au ministre de l'Intérieur. On a ça un endroit, donc c'est-à-dire qu'on bloque toutes les issues de sortie. Les ordres sont donnés, dispersez-vous, pour pas que les policiers soient mis en porte-à-faux. Ils ne savent pas si toutes les issues sont bloquées. Donc on leur dit, les gens ne veulent pas se disperser, tirez dessus. Et bien, du coup, quand ils tirent dessus, les gens, ils paniquent. Et ils chargent. Et donc là, il y a des comportements violents qui peuvent être engendrés de façon supplémentaire par justement les ordres donnés par la police. Et la violence est une création concomitante de plein de choses en fait. C'est qu'il y a plusieurs acteurs. L'acteur numéro 1, c'est la politique gouvernementale qui reconnaît, qui crée des violences. Donc ça, c'est assumé par le gouvernement depuis 2018. Donc ça, déjà, c'est politique. Si on avait un consensus politique, des discussions, les gens ne seraient pas dans la rue, les policiers pourraient faire autre chose et s'occuper d'autres priorités, parce que la criminalité et les délinquances pendant ce temps-là n'est moins bien gérée, j'allais dire. Donc là, il y a une volonté politique de cristalliser sur ce problème pour éviter de parler des autres. Deuxième chose, il y a un problème de formation, parce qu'on n'envoie pas les bonnes unités aux bons endroits. C'est-à-dire que si on avait assez de CRS, ça c'est M. Nicolas Sarkozy qui a vidé les compagnies de CRS et divisé par 2 les compagnies de gendarmes mobiles, en disant il n'y a plus de manifestations en France, on ne les voit plus. Mais en fait, les policiers ne sont pas là pour... l'instant T, ils sont là pour s'il se passe quelque chose. Parce que dans l'absolu, si tout va bien en France, on a résolu le crime un jour, il n'y en a plus. Si on enlève tous les policiers, il y a quand même de fortes chances que les criminels reviennent en se disant « Ah, c'est génial, il n'y a plus personne ». Bon. Donc quand on est géré par des gens qui voient des lignes budgétaires plutôt que la réalité du terrain, on arrive à des conséquences incroyables. C'est-à-dire que si on a enlevé les CRS et les gendarmes mobiles sous Nicolas Sarkozy, ça ne se forme pas en se disant « Tiens, on en a besoin, on les reforme en un claquement de doigts ». Non, ça prend du temps, parce que c'est des formations justement qui sont élitistes, parce que les gens sont bien formés, et ça prend du temps. Donc quand il se passe des choses et des événements imprévus, ce qui est le cas en général de ce qui se passe en maintien de l'ordre et sur la criminalité, on ne prévoit pas à l'avance, mais du coup on se retrouve démunis. Voilà, donc on se retrouve démunis, et on fait n'importe quoi. Et quand on a un canard sans tête qui dirige le gouvernement, on fait encore plus n'importe quoi. L'autre chose aussi, c'est que sur ces choses-là, c'est qu'il y a une volonté aussi de laisser la violence ensuite, de par cette volonté politique, ces ordres de la hiérarchie policière, les comportements de certains policiers. Du coup, les manifestations se vident aussi des gens plus pacifiques. On ne va plus manifester avec des enfants. Les plus anciens et les plus fragiles ne peuvent plus aller manifester. Les gens en bonne santé veulent garder leurs yeux, veulent garder leurs mains, veulent garder leurs pieds, donc ils ne vont plus manifester. Ceux qui finalement vont rester manifester sont les éléments les plus violents et les plus radicalisés, qui disent bah voilà, nous on y va, c'est pour faire la guerre. Et du coup, effectivement, donc la stratégie est contre-productive pour les gens sur le terrain. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aussi on a une militarisation du maintien de l'ordre. En France, on a déployé des chars sur du maintien de l'ordre. On nous a dit, voilà, les mitrailleuses n'étaient pas chargées, mais le symbole des chars. Et en fait, il y a eu un reportage sur Arte sur le maintien de l'ordre, où justement, la première fois des chars ont été déployés au maintien de l'ordre dans une démocratie, c'était aux États-Unis en 99 de mémoire, sur un sommet de l'OMC à Seattle. Et le chef de la police a déployé des chars, a mis des gens, a fait des interpellations de masse, a envoyé les policiers disperser les manifestants de façon violente. Et a posteriori, il a dit que c'était une erreur. Si on voulait engendrer de la violence, du chaos, on ne s'y serait pas mieux pris. Il y avait le feu, on a mis de l'oxygène liquide sur le feu. Et ça a fait un brasier. Donc voilà, c'est celui qui a mis en place la première fois ça, avec le recul et maintenant qu'il est à la retraite, il a dit, mais en fait, on est dans un entonnoir, on voit les choses, et là, en fait, on a fait n'importe quoi. Et c'est ce qu'on fait en France aussi, c'est qu'on fait n'importe quoi. Ou alors, c'est encore pire, c'est calculé, c'est encore plus grave. Mais en fait, la technique de maintien de l'ordre d'aujourd'hui ne fait qu'apporter de la violence, de la contestation, de la colère, de la souffrance. Et en fait, on oppose les gens. Parce qu'au final, quand on entend le ministre de l'Intérieur dire « Vous avez vu, il y a eu tant de policiers blessés », quand on entend certains de l'autre côté qui disent « Il y a eu tant de manifestants blessés », en fait, on est en train de faire un compte de celui qui sera le plus malheureux, celui qui a eu le plus de blessés, celui pour qui il faut se battre, parce que vous avez vu quand même, les autres sont méchants. On est toujours sur la même chose. La réalité des choses, c'est qu'il y a eu tant d'êtres humains blessés.
Parce que des gens ont organisé cette farce. Et ces gens-là ne sont pas dans la rue. Il y a eu plusieurs étapes dans les Gilets jaunes. C'est exactement le même schéma. Ça a commencé avec des gens qui étaient sur des ronds-points, qui étaient plutôt calmes et qui étaient revendicatifs, mais qui ne faisaient rien. Au fur et à mesure, on ne les a pas écoutés. Les gens donc se sont radicalisés. Après, on leur a tiré dessus, on a envoyé des grenades, on leur a tapé dessus. Les cortèges se sont vidés et il n'y avait plus que les plus radicalisés, les plus violents. À côté de ça, en plus, il y a eu des morts pendant les Gilets jaunes. Monsieur Macron dit, voilà, quand il y aura un mort, on verra. Mais en fait, on ne met pas les compteurs à zéro à chaque nouvelle manifestation. Et des morts, je parle de Madame Zined Redouane. C'est-à-dire quelqu'un qui était chez elle. Et ce qui se passe, pour montrer aussi l'image de cette police politique voulue par la Macronie, c'est que les gens ont commis une erreur, donc l'erreur arrive, il y a eu une mort, c'est dramatique. Mais plutôt que de dire, bah voilà, il y a eu erreur, on a camouflé l'erreur. À l'époque, Olivier Véran avait dit, c'est de la faute des médecins si elle est morte parce qu'ils n'ont pas su la réanimer. Mais je veux dire, on est chez qui? C'est qui a tiré la grenade? Et ensuite, le capitaine de CRS qui a refusé de donner les éléments à la justice et à l'enquête administrative a été promu commandant de CRS, alors qu'il a refusé de faire la lumière sur qui avait tiré. Et quelque chose qui aurait grandi tout le monde, c'est de dire, bah voilà, il y a eu une erreur, donc on va revoir les choses. Le policier n'avait pas la volonté d'aller tuer cette dame, mais maintenant, comment on fait pour pas que ça se reproduise? La volonté politique a été, on met un couvercle sur la marmite, les policiers ont toujours raison, c'est pas les policiers qui l'ont tuée, c'est les médecins qui n'ont pas été capables de la réanimer. L'autopsie en France a été bâclée, ce qui veut dire que la dame était franco-algérienne. En Algérie, il y a une autre autopsie qui n'a pas donné les mêmes conclusions. Donc en fait, on est sur zéro, et en fait, dans un univers mondialisé, dans un univers où tout finit par se savoir, au bout d'un moment, on ne peut pas sortir la carte complotiste à tout va, quoi. Quand on l'a sortie tellement, elle est usée, et donc là, ça se voit en fait qu'ils font n'importe quoi. Et en fait, il y a cette volonté de couvrir les comportements les plus abjects. Et c'était la même chose pour le préfet Lallemand, quand on parle du mouvement des Gilets jaunes. C'est pour sa gestion du maintien de l'ordre à Bordeaux. Donc, je rappelle qu'il avait abouti à tirer dans la tête d'un pompier volontaire, Olivier Bézas, Olivier, je ne sais plus son nom de famille exact, il me pardonnera, mais il s'est fait tirer, les gens ont été couverts. Il avait dit, le préfet Lallemand, quand il était à Bordeaux, avait dit non, c'était un endroit de chaos, etc. L'IGPN a été infoutu de faire l'enquête. C'est Le Monde qui a fait l'enquête plus rapidement que les services de police et de la justice, pour montrer qu'en fait, le préfet Lallemand a menti, que les gens ont fait n'importe quoi, que la personne était... Voilà. Et c'est cette personne-là qui a été promue à Paris pour ses bons et loyaux services. Donc on choisit plutôt des serviteurs fidèles au pouvoir plutôt que des fidèles aux valeurs de la République. Donc il y a aussi un glissement sur à qui va la fidélité des serviteurs de l'État, au peuple qu'ils doivent servir ou à ceux à qui ils tirent les pompes pour leur avancement. Tant que ça reste franco-français, on peut camoufler, mais son cafouillage au Stade de France, là, on a eu la presse internationale sur le dos. Et là, du coup, quand ça passe dans la presse internationale, c'est plus compliqué de tenir tous les journalistes du monde. Autant la presse française, on peut mettre un couvercle, on peut envoyer des éléments de langage, voilà, mais quand ça part de partout dans le monde entier, la France est montrée du doigt, c'est compliqué. Parce que je rappelle que tout le monde a pu rester en poste, quel que soit, même quand il y a eu l'intervention de l'ONU, au moment des Gilets jaunes, qui a dit on va vous mettre, vous êtes sur une liste entre le Venezuela et Haïti. Le gouvernement a dit mais mêlez-vous de ce qui vous regarde, comme n'importe quelle dictature, j'allais dire. Tous les gouvernements autoritaires disent non mais les droits de l'homme, vous êtes gentils, mais balayez chez vous, vous venez pas voir ce qui se passe chez moi, plutôt que de régler le problème. Et on est encore sur ça aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de pression internationale en France, voilà, d'autres pays, il se passe circuler, il n'y a rien à voir. Haïti, le Venezuela et d'autres qui étaient sur la liste, il y en avait une cinquantaine, c'est pas des pays incroyablement sympathique, où il fait bon vivre en tous les cas, où il fait peut-être bon vivre si on fait partie des dirigeants. Et la deuxième chose aussi, qui est là pour le coup, c'était au moment de la crise Covid, il y a toujours un classement des démocraties par un journal The Economist, un journal britannique, un journal mainstream aussi, hein, voilà, pour pas qu'on me dise vous avez sorti le classement de je sais pas qui. Ils avaient déclassé la France en démocratie défaillante. Voilà, on avait dit oui, il y a des restrictions exceptionnelles de liberté, voilà, très bien. L'année suivante, quand il n'y a plus de restrictions, toujours démocratie défaillante, parce que les libertés qu'on a perdues, on ne les a pas recouvrées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, Taïwan a augmenté sa note démocratique. Dans un contexte, ils étaient à côté de l'épicentre, ils sont à côté de la Chine, ils ont quand même beaucoup de problèmes à gérer, qui sont au-delà de ce que nous, on a en France, pour justifier les restrictions de liberté. Donc en fait, quand on fait des comparaisons à l'international avec des classements de d'autres pays, on se rend compte qu'il y a une volonté française d'aller vers un autoritarisme, de dire c'est comme ça, c'est nous les chefs. Et après, c'est facile de distribuer les bons points, il y a les gentils, il y a les méchants. Mais c'est compliqué, je rappelle, dans tous les discours des politiques de LREM, et il y avait, voilà, il y a par exemple aux élections municipales, ceux qui ne soutiendront pas les candidats d'Emmanuel Macron sont des ennemis. C'est-à-dire qu'on ne parle pas
d'opposants ou d'adversaires politiques, on parle d'ennemis. En fait, on est sur cette création d'un ennemi intérieur, en disant, voilà, pour éviter de justifier, on cherche des boucs émissaires. Donc les boucs émissaires, ce sera eux, et après on fabrique une image avec un relais médiatique très puissant pour dire les ennemis, c'est eux. Et derrière, on peut justifier l'envoi de forces de police avec des chars. Et en fait, le maintien de l'ordre à la française, c'est pas ça. Et petite anecdote, l'Allemagne avait une technique de maintien de l'ordre de désescalade de la violence. La seule fois où ils ont écouté les conseils français, récemment, c'était à Hambourg. À Hambourg, où ça a dégénéré dans tous les sens, où il y a eu des black blocs partout et on a utilisé la violence. À tel point que même les policiers allemands qui n'ont pas le droit d'utiliser LBD ont tiré avec des LBD, mais de façon camouflée, sans le dire. Ils ont camouflé en disant on ne vous répond pas, secret défense, on ne peut pas vous dire. Donc on est sur des choses en fait où on a honte de faire des choses comme ça. C'est pas assumé. Dans d'autres pays, alors qu'ils justement ils avaient des résultats assez probants en disant bah voilà, des escalades, on interpelle les bonnes personnes et on pourrait le faire en France, on a les compétences. Par exemple en France, si on utilise les CRS pour faire du maintien de l'ordre, les unités de la BAC, au lieu de les envoyer dans la manif où ils perdent pied, etc., on pourrait les laisser à leur fonction, on les met derrière les lignes de CRS. Quelqu'un pose problème, on dit bah vous allez interpeller 7 personnes. Et là les personnels de la BAC savent parfaitement aller cibler une personne qui pose problème, l'interpeller, la ramener. Donc en fait, chacun son métier. Aujourd'hui, c'est cette confusion des genres, cette confusion également de maintien de l'ordre avec... on utilise du matériel de guerre pour faire du maintien de l'ordre. Les LBD sont des armes de guerre, les grenades des armes de guerre, les chars, donc des armes de guerre. Et donc ça pose problème. Et effectivement, le LBD peut avoir une utilité, par exemple, parce que ça décrit les choses, en disant c'est une alternative à utiliser son arme létale. Enfin, létale. À savoir qu'un LBD peut tuer. Un LBD, c'est un lanceur de balles de défense qui est classé non pas comme arme non létale, mais moins létale. Pour le moment, il y a une seule étude mondiale, 50 morts quand même, des blessés graves, des traumatismes, voilà, il y a quand même des séquelles assez graves. Les mains arrachées, c'était les grenades, et les yeux crevés, c'était les LBD, parce que finalement, le tir du LBD a le diamètre d'un orbite d'œil, ce qui est incroyable. C'est bien fait, ça pénètre, et ça peut mutiler donc, de façon grave. Puis de toute façon, les séquelles, c'est quand on s'en prend une à la tête, c'est très dangereux. Et du coup, ça peut être une utilité pour une alternative. Par exemple, quelqu'un veut lancer un cocktail Molotov, quelque chose qui peut tuer. Bah, effectivement, normalement, légalement, un policier peut sortir son arme à feu et l'abattre, parce qu'à risque de mort, donc bah, le mieux, c'est de tuer celui qui est le criminel. Donc, une alternative, on sort le LBD. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les LBD, ils sont sortis pour tirer comme des petits pains. C'est-à-dire que les policiers sont en danger tout le temps, a priori, vu qu'ils tirent tout le temps. Donc, il n'y a plus cette gradualité de l'usage des armes. Et l'autre chose aussi, il y a une hypocrisie de notre gouvernement sur les armes et une volonté de non-formation qui aboutit à des dommages graves et des vies brisées. C'est déjà, même le fabricant de LBD a dit vous avez pris des cartouches au rabais. Donc en fait, vous n'avez pas réglé les viseurs, donc ça ne tire pas au bon endroit. Donc ça, c'est une volonté politique de faire des économies sur la santé et la sécurité de ses concitoyens. Et la deuxième chose, voilà, donc les viseurs sont réglés, mais on a eu interdiction de les régler. Donc en fait, il y a une volonté aussi de faire les choses pas dans l'ordre du maintien de l'ordre. Et enfin, il y a aussi une chose importante, c'est cette volonté de criminaliser les manifestants. On a vu Christophe Castaner à l'époque qui avait dit tous les gens qui se rendront à Bourges dans une manifestation où il y aura des casseurs seront complices des casseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de responsabilité individuelle, il y a une responsabilité globale. Vous êtes dans le droit, donc vous êtes coupable d'office, que vous ayez fait quelque chose ou pas. Donc ça, c'est quand même un changement de paradigme. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus des individus qui posent problème, il y a une foule qui pose problème. Eh bien, la question, il faudrait la poser à nos dirigeants, parce que c'est eux qui donnent les ordres. En fait, en maintien de l'ordre, les policiers n'ont pas le droit à l'initiative. Il y a deux choses aussi en police que les gens confondent. Les policiers qui sont sur le terrain en mission de police habituelle, j'ai dire, et courante, ils peuvent agir d'initiative. Ils voient une infraction, ils peuvent intervenir. Sur un maintien de l'ordre, les policiers sont soumis aux ordres de leur hiérarchie, n'ont pas le droit de bouger. Ce qu'on leur dit, il y a un dispositif global, vous n'avez pas la vision globale. Même si vous voyez des gens se faire taper devant vous, si on ne vous donne pas l'ordre d'intervenir, vous n'avez pas le droit de bouger. Donc les policiers sur le terrain ne peuvent pas aller chercher le black bloc, l'interpeller ou le disperser avant qu'il fasse quelque chose. Ce qui me disait aussi, une fois qu'ils sont constitués en black bloc, ils se mettent en général dans des coins. Donc là encore, on peut les encercler. Et là, et on n'a toujours pas l'ordre. Il y a plus de casse parce qu'ils sont déjà constitués, etc. Mais on pourrait y aller, on a les techniques. Ils me disent qu'on a l'ordre d'intervenir, c'est quand c'est trop tard, c'est qu'ils sont mélangés à la foule, ils sont au milieu d'une place, et là, il faut tellement d'effectifs qu'on n'a pas. Et résultat des courses, c'est là où on a l'ordre d'intervenir. Donc en fait, tout est géré par ordre. Et l'ordre d'intervenir arrive toujours trop tard, et c'est là où il y a des dommages collatéraux, pour reprendre les expressions gouvernementales, en fait, des vies qui peuvent être brisées, des innocents qui sont blessés, et ce qui est inadmissible, parce qu'en fait, ça aurait pu être empêché. Le risque zéro n'existe pas. Mais malheureusement, quand on arrive à un total, par exemple sur le mouvement des Gilets jaunes, de mutilés
qui n'ont rien fait, qui est quasiment 100%, je veux dire, on ne parle plus de dommages collatéraux. Au bout d'un moment, on parle d'une incompétence politique à minima. La sécurité de l'État, enfin la sécurité et l'ordre public est un monopole de l'État. Si on commence à dire aux citoyens, faites ce que vous voulez, je veux dire, à ce moment-là, allons jusqu'au bout du raisonnement, M. Benalla est à donner un exemple. Non, M. Benalla n'est pas à donner un exemple. Il y a un monopole de la violence par l'État pour éviter le chaos et le n'importe quoi. Sinon, si demain on dit, là, vous devez exfiltrer les Black Blocs, demain on va dire, dans votre quartier, c'est à vous de faire la loi, en fait. Si c'est le bazar et qu'il y a des délinquants dans votre quartier, c'est de votre faute. Non, en fait, on a fait confiance à l'État pour déléguer notre sécurité. Maintenant, à l'État de faire le nécessaire. Sinon, c'est qu'on est pour le retour réellement des milices. Quand on dit, ce qui m'avait choqué à l'époque, c'était au moment de l'Euro 2016, il y avait les manifestations loi travail. Le préfet de police avait envoyé des notes aux organisations syndicales. Vous pouvez prendre des manches de pioche pour votre service d'ordre, on ne vous dira rien. Parce que nous, on ne pourra pas tout faire. Mais ce n'est pas normal, en fait. Qu'il y a une coordination, on dit, voilà, il y a telle personne qui pose problème et les services de police interviennent, très bien. Mais on ne peut pas dire aux manifestants, c'est à vous de faire la loi chez vous. C'est le territoire de la République, en fait. On doit pouvoir circuler librement partout. Parce que sinon, si on va jusqu'au bout du raisonnement aussi, ça veut dire que les gens qui habitent dans le quartier, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils doivent se soumettre à un contrôle de gens qui font la manifestation, ils n'ont plus le droit de rentrer chez eux, ils peuvent se prendre un coup, on leur dira c'est bien fait, t'étais dans une zone dangereuse. Non, en fait, je voulais juste retourner chez moi, faire mes courses, voir des amis. Enfin, quelle que soit la raison, on est libre de circuler normalement. Donc, c'est des atteintes graves à la liberté de circulation. C'est des atteintes graves aussi au monopole de la violence qu'on a délégué, qui est très mal géré en ce moment, mais n'empêche que sinon, c'est le chaos. Donc, en fait, non, ce n'est pas aux manifestants de gérer, ce n'est pas aux habitants des quartiers de gérer. Ou alors, sinon, il faut revoir le système. Ils savent le faire. Il y a eu un cas d'école qui ne s'est pas reproduit souvent, c'était au moment de Nuit debout. Et là, il y a eu tout le cas d'école de A à Z, donc c'est bien. Des gens de la mouvance violente et criminelle de manifestations à Rive-Gare du Nord, connus des services de renseignement, repérés en avance. Allaient donc se rendre place de la République. Des compagnies de CRS sont sur leur chemin, entendent sur les ondes radio, ils arrivent vers vous. Ils se disent, chouette, je veux dire, pour une fois, il n'y a pas de problème, ils sont tout seuls dans une rue, on va pouvoir les interpeller de façon, entre guillemets, propre, et il n'y aura pas de personnes mises en danger qui n'ont pas voulu se mettre en danger. Les ordres sont donnés, poussez-vous, laissez-les passer. Ils ne comprennent pas. Ils vont place de la République, ils mettent le bazar à Nuit debout, engrainent quelques personnes supplémentaires, vont dégrader le commissariat du quartier. Donc jusque-là, l'État ne réagit pas, c'est pas grave, un commissariat. Et finalement, cette petite bande de joyeux lurons disent on va aller prendre l'apéro chez Valls, parce que Emmanuel Valls avait un appartement dans le quartier. Là, il a fallu 30 minutes pour disperser le mouvement, nasser les rues, interpellation de 30 personnes et dispersion. Donc tant que c'est les riverains, on s'en fiche. Tant que c'est des gens qui manifestent, qui sont contre le gouvernement, on s'en fiche. Quand c'est un commissariat de police, on s'en fiche. Quand ça touche les intérêts personnels et privés du Premier ministre, là c'est très grave. Il n'était pas sur place, je précise. Donc voilà, donc en fait, ce jour-là, on a pu voir qu'on avait tous les éléments pour faire les choses et que la volonté politique était de ne rien faire, sauf quand ça touchait les intérêts personnels du politique. Oui, il y a eu ce changement, mais c'est un changement qui est assez logique en fait. Parce qu'en fait, les manifestations étaient encadrées par les organisations syndicales. Jusqu'au 49.3 en disant, nous, on respecte les règles de la République. C'est au Parlement de faire la loi. Et là, on leur dit 49.3, c'est plus le Parlement qui fait la loi, c'est l'exécutif. Donc les syndicats sont mis à mal, en fait, en disant, nous, on manifeste pour que nos députés fassent leur travail. On dit aux députés, vous n'avez pas le droit de faire votre travail. Ils pourraient le faire de façon ultime en disant, on fait sauter le gouvernement, mais ils n'ont pas ce courage politique-là. Donc du coup, les syndicats qui organisent et qui étaient justement, qui avaient repris en main l'organisation des manifestations qui se déroulaient donc bien, parce qu'il y a un savoir-faire de plus de 100 ans, donc forcément ça se déroule bien, avec des gens qui sont rodés, des équipes qui savent repérer les gens. Et là, on leur dit, voilà, le leitmotiv qui était, on va changer la loi au niveau du Parlement, vous ne l'avez plus. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qui vous reste ? On vous a dit, voilà. Ensuite, reçu par Elisabeth Borne, qui dit, je vous ai écouté, puis on va faire comme j'ai dit. Je veux dire, quand on est organisation, on manifeste pourquoi du coup derrière ? Pour changer la loi, on leur a dit non. Pour être écouté, on vous a dit non. Enfin si, vous avez été écouté, voilà, on vous a entendu, c'est bien, merci. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont ? Du coup, en fait, forcément, ça radicalise derrière. Parce qu'une fois de plus, les corps intermédiaires ont été méprisés. Le Parlement ne joue plus son rôle de représentation nationale. Il n'y a plus de moyens d'expression. Donc du coup, les syndicats vont être dépassés. Parce que du coup, il n'y a plus de justification à manifester. Vu que tout a été bloqué. Donc du coup derrière, maintenant on sait qu'on va avoir les personnes les plus radicalisées parce que le gouvernement, par sa politique
aura engendré cette situation. Donc, quelque part, il y a de la lucidité. Ils ont dit, on va taper dans le tas. Parce que du coup, c'est nous les plus forts. Et effectivement, le gouvernement et l'État est le plus fort. Donc la méthode de lutte violente face à un État n'est pas la solution. Je fais toujours la pub d'un petit livre qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, tout seul et sans armes ». Ça ne marche pas avec la violence. Et les gens qui l'ont écrit, bien que derrière il y avait le soutien de la CIA, etc., ont fait tomber quelqu'un qui était un gentil dictateur qui s'appelait M. Milosevic. Et ils n'ont pas utilisé une révolution violente pour le faire tomber. Donc ce qui prouve qu'il y a d'autres types d'actions qui sont possibles. Et c'est ça qui fait peur au gouvernement. C'est des types d'actions qu'ils ne maîtrisent pas. La violence dans la rue, il la maîtrise, il aura forcément le dessus. Il y a des choses très drôles qu'on peut faire. Enfin, je donne une anecdote. Retourner le système contre lui-même. Le système a fait des lois antiterroristes à volo, dans tous les sens, avec des messages anxiogènes dans tous les transports en commun, un sac oublié, attention, ça va exploser. Bon, les terroristes sont habitués. Hein. Je veux dire, si jamais quelqu'un veut faire sauter une bombe, il ne va pas dire « je laisse l'équipe de déminage, je leur laisse 3 heures ». Non, bon, ça va être un peu plus rapide. Donc on pourrait tous, imaginons un jour que des gens distraits oublient des sacs dans toutes les stations de métro, de RER, de train. Ils sont distraits. La distraction n'est pas répréhensible pénalement. Je veux dire, aucun risque pour la personne, une amende, parce que ça aura perturbé, donc très bien. Donc c'est du contraventionnel. Mais la distraction n'est pas encore délictuelle ni criminelle. Des bons samaritains préviennent les services de police. Vous avez vu, il y a un sac qui est abandonné. On ne peut pas réprimer des gens qui sont animés de bons sentiments et qui font comme le gouvernement leur a dit. Préviennent les services de police qu'il y a des sacs abandonnés, qu'il faut tout de suite agir. Donc là, ça nécessite des périmètres de sécurité de police, ça mobilise les trucs, ça paralyse toute l'économie, parce que quand il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien qui bouge. Et en plus, le pire des choses, c'est qu'on n'est même pas sûr de retrouver les gens qui auraient oublié leur sac, parce que les gens distraits, voilà, mais en plus, il faut les retrouver, parce qu'effectivement, l'État français veut redonner les sacs, en plus, parce que la personne sera contente, payera une amende, mais sera contente de retrouver ses affaires, finalement. Mais si jamais elle portait un masque, parce que justement, il y a des messages aussi qui disent que c'est conseillé de porter des masques, on ne peut pas la reconnaître. Donc c'est compliqué, en fait. Donc on pourrait hacker le système de façon amusante, sans que ça coûte de jours de grève à personne, sans qu'il y ait de violence, et tout le monde peut participer à des choses comme ça. Des gens distraits, on peut être distrait quand on est tout petit, on peut être distrait quand on est âgé, même on a plus d'excuses encore quand on est âgé, on nous pardonne plus facilement les choses. Et puis les bons citoyens, on ne peut pas les sanctionner. Ou alors ça va être compliqué. Donc en fait, il y a des choses amusantes. La deuxième chose aussi qui m'avait choqué pour hacker le système, c'est qu'il y a des gens qui ont fait une pétition pour supprimer les braves M. C'est aussi ça qui a été choquant, c'est que le gouvernement met en place un moyen d'alerte au niveau du Parlement, en disant on va faire des pétitions avec 500 000 signatures, on va en parler. Ça ne veut pas dire qu'on va l'adopter, on va juste en parler. Résultat des courses, il y avait déjà 260 000 signatures très rapidement. Il y a une commission des lois qui s'est réunie qui a dit on classe. On ne va même pas attendre, on ne veut pas en parler, on va classer sans suite. Ce qui veut dire que même les dernières petites choses, on les bloque. Et en plus, pour les pétitions sur l'Assemblée nationale, on doit se le faire avec France Connect. France Connect, ça veut dire qu'on doit donner son numéro d'impôt, son numéro de sécu, enfin on doit tout donner. Le gouvernement nous identifie clairement. C'est-à-dire que, vu le contexte actuel, c'est un acte quand même très fort d'aller signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Du coup, ils ont dit non. Mais imaginons qu'on fasse une pétition maintenant pour demander qu'Emmanuel Macron ait le droit à un 3e mandat. Ben forcément, là, ils vont être bloqués. Soit ils disent, il n'y a pas de problème, et puis on va la signer, mais on va être obligé donc d'avoir un droit de parole, parce qu'au bout d'un moment, les gens qui auront lancé la pétition pourront être interrogés, ils pourront dire, écoutez, au bout d'un moment, l'absurde n'a plus de limite, donc au point où on en est, clarifions les choses, je veux dire, évitons les allers-retours, et on nous le demande nous-mêmes. Et ça donne un créneau de parole qu'on nous a confisqué. Soit ils disent, on refuse la pétition, et à ce moment, c'est compliqué, parce que c'est des projets qu'ils ont, donc ils ne peuvent pas jouer contre leur camp. Donc c'est de les mettre dans des situations où ils ne peuvent pas criminaliser les gens distraits, ils ne peuvent pas criminaliser les bons citoyens, et ils ne peuvent pas interdire des émanations populaires pour avoir une tribune. Des comportements qui sont inadmissibles et qui sont encensés par notre ministre. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne comprennent plus. Ils pensent que toute l'institution est comme ça. Quand Gérald Darmanin avait parlé à l'Assemblée nationale, dit il y a 66% d'opinion favorable de la police, il était très content. Non, la police devrait avoir 95% à minima de bonne opinion, parce qu'en fait, on est là pour assurer la sécurité des gens. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Un problème dans son utilisation qui n'assure plus justement la sécurité, où les gens se sentent en insécurité. Donc, résultat des courses, les gens commencent à détester la police. Parce que c'est eux qui voient en première ligne. Mais en fait, ils sont juste la première ligne. En fait, ils ne sont pas responsables de la politique gouvernementale. Et dans les unités, heureusement que tous les policiers ne sont pas un comportement déviant, parce que le climat serait très vite insupportable pour tout le monde. Je veux dire, heureusement qu'il y a beaucoup de policiers qui sont très professionnels, et c'est la grande majorité, qu'il y a des débats en interne pour refaire les choses, et que la minorité, malheureusement, qui est encouragée par le gouvernement, est une minorité pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce que depuis qu'Emmanuel Macron est président, le recrutement dans la police a chuté à 5 de moyenne. Parce qu'il faut de la quantité, quelle que soit la qualité des gens recrutés.
Donc effectivement, au bout d'un moment, les gens étant moins bien formés, moins bien diplômés, et avec une bonne réussite au concours, on a des gens plus manipulables et qui seront prêts à faire plus de choses pour garder leur poste par connivence avec leur hiérarchie. Parce qu'effectivement, les promotions sont données derrière dans un système assez opaque de récompense. Donc la chose, c'est la façon suivante. Si vous n'êtes pas content, par exemple, je prends un autre exemple complètement extérieur. Si votre train arrive en retard, vous pouvez crier sur la personne qui est en gare, vous pouvez crier sur le contrôleur, vous pouvez crier sur le conducteur de train. Mais en fait, lui, c'est pas lui qui est responsable de la politique de la SNCF, de couper les budgets, de ne pas recruter, de ne pas faire les choses normalement, de ne pas entretenir les voies. Je veux dire, lui, il est justement présent pour essayer de faire au mieux. Donc en fait, ça revient à quelque chose de complètement illogique. On peut crier sur les profs parce que l'éducation n'est pas bien faite. Mais s'il y avait assez de professeurs derrière. Donc en fait, tout derrière, on remonte, il faut juste remonter à la cause du problème. Et la cause du problème, le policier n'est pas là. Lui, c'est le dernier échelon et le sommet émergé de l'iceberg. Et avoir des discours, tout le monde déteste la police, ne fait que radicaliser aussi certains policiers, du coup, qui se disent, du coup, perdu pour perdu. De toute façon, le gouvernement nous lâchera quand on aura envie, on est foutu, donc on va miser sur soutenir le gouvernement coûte que coûte, plutôt que de soutenir les institutions coûte que coûte, ce qui n'est pas pareil. Et du coup, c'est ce côté, arrêtons, je veux dire, ça ne sert à rien d'aller discuter avec des policiers quand ils sont en service. Parce que justement, ils sont en service. Ils ont une neutralité du service public. Donc complètement inutile, ne pas perdre de temps avec ça. Mais ne pas chanter de slogans qui pourraient encourager certaines personnes. Je veux dire, dans une moindre mesure, parce que le dégât n'est pas le même. Mais quand des gens disent on déteste la police, etc., ça revient au même que quand il y a des manifestants innocents qui sont blessés. Toute proportion gardée, je parle. Quand des manifestants innocents sont blessés, ça va radicaliser d'autres personnes qui vont dire on ne nous écoute plus, on nous méprise, on nous tire dessus. Les policiers peuvent avoir le même comportement. Et finalement, le maître orchestre de cette farce, parce que c'est une farce, mais dangereuse, parce qu'après, chacun compte ses blessés. Mais moi, je rappelle qu'on devrait compter tous les blessés ensemble. C'est inadmissible qu'il y ait des blessés chez les policiers et des blessés chez les manifestants dans une démocratie. Ce n'est pas normal. Tout le monde devrait pouvoir être protégé, on devrait pouvoir manifester tranquillement. Ce que me dit un collègue CRS, il me dit une bonne manifestation, c'est une manifestation où on est sur notre bouclier, on regarde les manifestants passer et on rentre le soir à l'heure. Parce que si on doit intervenir, déjà on a des risques de se retrouver les GPN, on a des risques d'être blessé, on va faire des heures sup. Et en faisant des heures sup, du coup, on sera fatigué. Parce qu'effectivement, Gérald Darmanin dit ils se tapent parce qu'ils sont fatigués. Donc ça, c'est aussi un problème d'organisation, de rotation des effectifs. Parce que si les gens sont fatigués, c'est qu'on n'a pas fait changer les effectifs. Donc une fois de plus, une responsabilité politique. Ça n'excuse pas le geste, mais ça peut être deux fois le comprendre. Parce que quand on est 15 heures sur le terrain, effectivement, la 15e heure, on est moins opérationnel, mais n'importe qui dans son métier. Sauf que les conséquences du métier de policier ne sont pas les mêmes. Donc en fait, c'est de diriger la colère sur les bonnes personnes, sinon ça va qu'engendrer encore plus de violence, parce que ça va te permettre d'engrainer les policiers qui étaient plus modérés en disant vous avez vu, de toute façon, ils nous détestent. Donc allons-y, suivez-nous, parce que le gouvernement sera notre seul bouclier. Donc sortons de ce discours manichéen et allons plus loin pour taper les bons responsables. Taper dans le sens, pas physiquement, mais taper les responsabilités en disant c'est eux, et appuyer, mettre le doigt là où les gens sont, parce que pour le moment, quand il y a des policiers blessés, ça fait un fait divers. Mais est-ce que ça change la politique gouvernementale? Une seule chose que ça change, ils vont prendre plus de grenades, plus de chars, plus d'effectifs, ils vont pouvoir plus justifier la répression. Je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt de tout le monde. En fait, Emmanuel Macron a fait essayer la dictature. Effectivement, essayer la dictature, mais déjà, il faudrait qu'on soit en démocratie. Et la démocratie, c'est le peuple qui décide, la souveraineté populaire. Et en fait, la France, quand on regarde vraiment, n'a même jamais été vraiment une démocratie. Même en 1789, certains louent la Révolution. 1789, ce n'était pas une démocratie. La BCIS avait dit la France est un système représentatif. Une démocratie, c'est le peuple qui dirige. Et ce n'est pas possible que le peuple dirige. C'est nous qui devons diriger à sa place. Et on est dans cette conception du pouvoir où le peuple fait peur, le peuple est trop bête pour comprendre les choses. Alors qu'en fait, c'est ce que j'en parle dans le livre, le problème a été réglé avec Aristote, quand il avait fait les différents régimes démocratiques. Donc si on suit sa grille de lecture, donc Aristote peut être un complotiste moderne, on serait en oligarchie aujourd'hui, donc un système d'une minorité qui dirige pour ses propres intérêts. Et il avait dit, est-ce qu'on peut faire confiance aux gens? Il a dit, au final, la majorité, on arrive toujours à trouver quelque chose de bon sens. Il a dit, il y a deux choses pour gouverner. Il a dit, on va prendre un exemple. C'est, imaginons qu'on veut faire un concours de baguettes de pain. Enfin, de pain, ce n'était pas des baguettes à l'époque, mais de pain. Quel est le meilleur pain? On peut réunir un comité de boulangers, parce que c'est des gens qui savent faire le pain. Ou alors, on peut réunir plein de gens qui mangent le pain, qui vont dire, moi, je l'aime bien, je l'aime pas, etc. Ils n'ont pas l'expertise, mais ils pourront dire lequel est le meilleur quand même. Et la démocratie, c'est un peu ça. Soit on réunit des experts sur plein de sujets qui sont experts, qui vont se barder de diplômes et tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'ils auront la bonne solution?
Non, si on est tous à discuter autour de la table, il y aura forcément une bonne idée, et justement la masse peut contrebalancer les effets de foule. Alors que là, on est sur une gestion de démagogue d'experts qui dit j'ai l'expertise, donc vous n'avez pas à parler. Et c'est ce qu'on a vu, et les dérives ont été liberticides au moment de la gestion de la crise Covid. Le livre ne parle pas du Covid, mais parle de la gestion au niveau des libertés et des lois qui ont été passées. C'est qu'à un moment, il y a une petite anecdote, quasiment tous les premiers ministres ont utilisé le 49.3, plus ou moins. Un seul n'en a pas utilisé récemment, c'est Jean Castex. Donc c'est rigolo. Et pourquoi il ne l'a pas utilisé? Parce qu'à l'époque, tout était géré en conseil de défense, taponné sous le secret défense. Donc il n'y avait même plus besoin de passer par le 49.3. Le Parlement était en vacances. Donc voilà, donc c'est pour montrer cette gestion où tout avait été centralisé, etc. Et même ce qu'on est en train de critiquer aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui n'a pas eu besoin, tellement tout était centralisé. Les libertés qu'on a perdues à l'époque n'ont pas été retrouvées, alors que le contexte